Mesdames et messieurs, bonjour. La modification contestée de la Constitution de 2010 a permis, malgré une opposition farouche généralisée, l'élection présidentielle controversée de 2020 pour un troisième mandat indésiré, dont la conséquence a été la douloureuse crise post-électorale qui a occasionné le déchirement du tissu social guinéen. Cette élection présidentielle de 2020 s'est déroulée dans un climat politique et social délétère, nous imposant des spectacles affligeants de violences et d'actes intolérables constitutifs de graves infractions ayant entraîné de nombreuses pertes en vies humaines et de considérables destructions de biens publics et privés. L'irrégularité qui a marqué le scrutin a été d'une amplitude telle qu'elle a altéré sa sincérité et sa crédibilité et a donné lieu au déferlement de contestations, de passions si possessives que l'unité nationale, la solidarité séculaire entre les ethnies et les familles, l'espoir des jeunes et des femmes, la volonté d'émergence et de progrès social s'en sont trouvés amputés. La conscience de ses responsabilités patriotiques aiguisées par tant de souffrances vécues dans un silence de trouble, d'échos assourdissants de la misère et de l'explosion dévastatrice des discours politiques a amené les forces armées à accomplir leur mission à la fois historique et morale de contribuer à la réalisation des aspirations fondamentales des populations, à la quiétude et à la restauration de la justice, de la paix et de la sécurité. Le 5 septembre 2021 vient de s'inscrire dans l'histoire guinéenne comme l'espérance d'une ère nouvelle pour le bonheur du peuple de Guinée qui souhaite renouer avec les vraies valeurs africaines de dialogue fécond, de paix, de solidarité, de justice et du travail qui constituent une indescriptible fondation de notre beau pays. Nous sommes tous d'accord que dans le principe, la prise du pouvoir d'État nous sommes tous d'accord que dans le principe, la prise du pouvoir d'État autre que celle des urnes n'est pas idéale. Mais il faut admettre que dans certaines circonstances particulières, face au désespoir généralisé, l'impasse politique entraînée par une crise profonde des valeurs républicaines, les forces organisées de la nation, y compris l'armée, peuvent, par un sursaut patriotique, décider de s'insurger et s'opposer à l'illégitimité, à l'absence de la démocratie et le risque d'éclatement de l'unité nationale. Vous l'avez fait avec courage, mesdames et messieurs, les membres des forces armées, avec l'ambition affirmée de construire, avec tous vos compatriotes sans exclusive, une Guinée meilleure, avec un avenir pour toutes les Guinéennes et Guinéens en vue et de renforcer la cohésion sociale, de conduire la destinée de notre pays vers le recul de la pauvreté en offrant plus d'opportunités à chacun. C'est avec une liesse débordante que toutes les couches sociales ont accueilli l'avènement du CNRD parce qu'il représente la rupture et l'espérance. Ceci est un extrait du discours sans doute mémorable du premier président de la Cour suprême de la République de Guinée, M. Mamadou Sylla Sima. Au lendemain donc de la prestation du serment du colonel Mamadi Doumbouya, la Guinée se réveille ce 2 octobre 2021 entre espoir et crainte, tant ses élites l'ont habitué depuis son accession à l'indépendance à tant de désillusions. La transition guinéenne entre peur et de l'espoir, nous posons le débat ce matin. Et ils sont deux experts ici dans ce studio. Simplement, nous avons monsieur Mamadou Alioubari, il est le directeur du Centre d'analyse et d'études stratégiques ici en Guinée, auteur de nombreux ouvrages sur les questions de défense et de sécurité, et maître Mohamed Traoré, ancien bâtonnier de l'Ordre national des avocats de Guinée, enseignant, chercheur. À la technique, nous avons le précieux Karifa Doumbouya et Ibrahim Sylla côté Radio-Visio. C'est parti pour Angle Droit. Fine FM, entre le fort et le faible. C'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. L'accordeur. Fime FM, alinéa. Angle droit,
des sujets juridiques détricotés. Si vous venez de nous prendre en marche, mesdames et messieurs, sachez que vous êtes sur les antennes de FIM FM Guinée, en modulation de fréquence sur la 95.3. Nous émettons de Nongos et depuis la capitale guinéenne. Vous nous suivez sur nos canaux habituels, Facebook, Twitter ou encore Instagram. Et désormais, notre chaîne YouTube qui a été remis à flot, il vous suffit simplement de saisir FIM Guinée ou vous pouvez nous suivre sur notre site internet, le www.filmguinée.com ou simplement nos deux applications mobiles Android et iOS. Bienvenue à chacun d'entre vous. Bonjour, monsieur Mamadou Aliou Bari. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Je vous remercie de l'invitation. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Partagé. Alors, maître Mohamed Traoré, qui n'est plus également à présenter dans cette émission, puisqu'il en est d'ailleurs le principal consultant. Bonjour maître et bienvenue dans cette émission. Bonjour Mohamed Mara, bonjour à tous nos éditeurs. Je profite de cette occasion pour souhaiter bonne fête à toutes les Guinéennes et à tous les Guinéens. Merci donc. Alors déjà, vous me tendez la perche. J'ai fait exprès de lire ce long extrait du discours du premier président de la Cour suprême hier, Monsieur Sima, comme tout le monde l'appelle. Maître, en écoutant ce discours à la veille du 2 octobre 2021, nous avons une troisième transition. Mais en entendant ce discours venant de celui-là qui occupe le sommet de l'ordonnancement, j'ai envie de dire judiciaire de notre pays, quelle a été votre réaction? Encore une fois, merci Mohamed Mara. Je crois que vous l'avez déjà relevé. Il s'agit d'un discours émanant du premier président de la Cour suprême, ancien ministre de la Justice, et magistrat de carrière depuis de très longues années. Et je peux dire aujourd'hui que M. Mamadou Sylla Sima représente la figure emblématique de la justice guinéenne. Lorsqu'on entend un tel discours venant de M. Mamadou Sylla Sima, on n'est pas surpris. Dans tous les cas, il a toujours eu à tenir des discours assez savants, je peux le dire ainsi, assez instructifs et des discours vraiment pleins de vérité. Alors, en écoutant ce discours d'hier, deux choses ont retenu mon attention. Vous avez bien fait d'ailleurs de choisir dans ce discours-là cet extrait aussi. L'extrait relatif à l'opposition farouche qu'il y a eu contre le changement de constitution. Il a parlé de modification de constitution. Je pense qu'il s'agit d'un lapsus. Il s'agit en réalité plutôt d'un changement de constitution. La constitution de 2010 n'a pas été modifiée. Elle a été totalement changée pour la faire remplacer par une constitution, disons, votée en mars 2020. Donc, le président de la Cour suprême reconnaît qu'il y a eu une opposition farouche et généralisée à cette entreprise. Et il a parlé de troisième mandat qui n'était pas désiré. Et surtout les conséquences qui ont résulté de ce passage en force. Parce qu'il vous souviendra que le président Alpha Condé avait dit à un moment donné que partout il y a eu changement de constitution, il y a eu des manifestations, il y a eu des violences, il y a eu des morts. Mais le changement de constitution a été acté quand même. Donc on ne pouvait pas être surpris par tout ce déchaînement de violence qu'il y a eu le 22 mars, avant le 22 mars et après le 22 mars. Je pense que le premier président de la Cour suprême... Dès le moment où il était annoncé par le principal concerné, on a l'impression que c'était prévu, prévisible et... Peut-être le mot est fort, mais planifié, puisqu'il l'avait déjà annoncé. Tout à fait, c'était déjà annoncé. Le deuxième élément qui a attiré mon attention, c'est le caractère irrégulier du scrutin présidentiel du 18 octobre 2020. Il en a parlé. J'avoue que là, j'ai été un peu surpris, parce que je me dis que le premier président de la Cour suprême, peut-être, aurait dû garder le silence là-dessus, parce que cette déclaration conforte aujourd'hui la position de tous ces acteurs politiques, de tous ces acteurs de la société civile qui avaient déclaré, parfois avec preuve à l'appui, qu'en réalité, le 18 octobre 2020, il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu simplement un braquage électoral. En fait, il établit carrément, et lui, il n'hésite pas. Il place un pont
entre le référendum assez contestable de mars 2020 et cette même élection. Pour lui, ce n'est qu'une continuité de la même mascarade. Absolument, ce n'est qu'une continuité, Donc, je cite, il dit « L'irrégularité qui a marqué le scrutin », il parle du scrutin du 18 octobre 2020, a été d'une telle amplitude qu'elle a altéré la sincérité et la crédibilité de ce scrutin. Alors, je pense qu'il s'agit là d'un désaveu cinglant pour la Cour constitutionnelle qui avait validé non seulement le processus référendaire, mais qui a validé aussi l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Et ce que vous dites est d'autant vrai que c'est lui désormais qui incarne ce pouvoir constitutionnel également. Maintenant, en voulant être un petit peu provocateur, je me serais posé une question. Si le contentieux de cette élection ou de ce référendum avait été soumis à la même Cour constitutionnelle présidée par l'honorable Mamadou Sylla, est-ce que le discours aurait été le même? Bon, c'est une question que je me pose. Anyway, nous avons eu le cas Kele Fassal. Et j'imagine, quand on sait que les deux étaient assez indépendants d'esprit, je pense que le discours d'hier aurait pu être tenu quand même, connaissant qui est Sima, quand on sait qu'on a obligé quasiment ce vieux magistrat à rester en fonction. Je me tourne vers vous, Monsieur Barry. Je ne sais pas quelle est d'abord la lecture que vous faites d'abord de la cérémonie carrément d'hier qui a eu lieu, de prestation de serment, vous qui êtes sur tous les théâtres en Guinée, au Tchad, au Mali, un peu partout, et vous connaissez assez bien ces mécanismes de prise de pouvoir par la force. Excepté le cas malien, est-ce qu'il y a d'autres exemples dans lesquels les putschistes quand même prêtent serment directement devant la Cour suprême? Merci. Le cas malien et le cas guinéen, c'est deux cas exceptionnels. C'est voilà, une nouveauté qu'on retrouve actuellement en Afrique. Sinon, dans les coups d'État passés, en fait, il faut situer le problème de l'irruption de l'armée, du militaire dans le champ politique. Il y a eu deux phases, de 60, des indépendances jusqu'en 90, à la fin de la guerre. Le discours de la Baule, le fameux discours de la Baule. Il y avait en fait des militaires qui arrivaient au pouvoir pour mettre fin à des régimes autoritaires. Depuis peu, pour ne pas aller trop loin dans l'histoire, on assiste à l'irruption du militaire parce que le civil qui est là, le politique, a voulu changer la constitution ou la modifier pour arriver au pouvoir. Mais les prestations de serment, le cas guinéen et le cas malien, c'est quelque chose de nouveau. Quelque chose d'unique. Mais pour revenir au discours, moi j'adhère complètement à tous les discours, mais j'ai eu la chance d'être présent. Mais comment est-ce que ça ne vous fait pas frémir de voir quand même le premier président de la Cour suprême de Guinée valider ainsi, comment on appelle ça, un putsch? Et ça ne vous surprend pas? Non, mais moi, pour revenir sur le discours... Et il dit ceci, si vous me permettez de lire, il dit « Nous sommes tous d'accord que dans le principe, la prise de pouvoir d'État autre que celle des urnes n'est pas idéale, mais il faut admettre que dans certaines circonstances particulières, face au désespoir généralisé, l'impasse politique entraînée par une crise profonde des valeurs républicaines, les forces organisées de la nation, y compris l'armée, peuvent, par un sursaut patriotique, décider de s'insurger et s'opposer à l'illégitimité, à l'absence de la démocratie et le risque d'éclatement de l'unité nationale. » J'ai l'impression d'entendre un discours qui n'est pas très ancien du FNDC, qui invoquait, je crois, l'article 21 de la Constitution de 2010, il disait, nous avons le devoir de résister à l'oppression. Ce que je voulais dire, c'est que j'adhère complètement à ce qu'il dit. Le problème aujourd'hui, le cas guinéen, c'est normal qu'on ait mis fin, parce que le problème, c'est de la CEDEAO qui a un problème aujourd'hui. Parce qu'on a eu affaire à un coup d'État constitutionnel, et un coup d'État militaire est venu mettre fin à ça. Mais moi, pour revenir au discours, je suis très réservé sur les discours. Surtout discours après événement. Si vous vous situez dans les pays anglo-saxons, Kenya et tout ça, vous avez même des gens des cours constitutionnelles qui invalident des élections. Il y a des États, même comme au Ghana, des magistrats qui démissionnent. Mais malheureusement, en Guinée... je ne sais pas, comme nous dit Maître Traoré, est-ce que si c'était à lui qu'on avait soumis... S'il avait été le juge constitutionnel... Donc, moi, je suis un peu réservé, je dirais réservé quand j'entends un magistrat
tenir un discours après les événements. Je salue ce qu'il dit. Mais est-ce qu'il aurait tenu ce discours au moment où Alpha avait imposé le changement constitutionnel? C'est toute la question. Et quand M. Traoré parle de la Cour constitutionnelle, aujourd'hui, à mon avis, les 9 membres de la Cour constitutionnelle, leur place, c'est peut-être à la maison centrale. Parce qu'on ne peut pas accepter on ne peut pas comprendre que des magistrats, c'est-à-dire des gens fondés de ce pouvoir, puissent ne pas s'opposer à ce que M. Alpha Condé a proposé. Donc vous comprenez que les militaires aient restauré notamment la Cour des comptes, la Cour suprême, mais aient tout simplement transféré toutes les attributions de la Cour constitutionnelle à la Cour suprême. Je n'ai pas dit qu'ils ont eu raison de remettre des institutions. Ça, c'est pas, je parlais juste des discours. Maintenant, sur la transition, c'est-à-dire actuellement au centre d'analyse, on est en train de travailler sur justement ces problèmes de coup d'État constitutionnel, coup d'État militaire. Je pense que l'irruption du CNRD, c'est la responsabilité, c'est la faute des politiques guinéens. Et ce qui se passe au Mali, c'est l'échec du politique malien. C'est-à-dire, si le militaire arrive à mettre fin à quelque chose d'autoritaire, la preuve, si la population est sortie pour exprimer ça. Oui, mais la question qui se pose, c'est où étaient ces mêmes militaires lorsqu'on canardait aussi les pauvres populations? Parce que ces mêmes militaires, en général, sont les instruments qui sont utilisés justement pour réprimer dans le sang. Non, mais c'est là où il faut aller dans les détails. Voilà. C'est pas l'armée guinéenne qui a pris le pouvoir en Guinée. C'est-à-dire, il faut être quand même... C'est comme au Mali. C'est-à-dire, c'est les forces spéciales qui ont pris le pouvoir. Maintenant, ils ont demandé à ce qu'ils représentent parce qu'il faut quand même faire la part des choses. Je pense Pour vous, ce n'est pas un coup d'État de l'armée? Non, ça c'est clair, c'est évident dans la pratique. Maintenant, c'est clair, il fait appel à l'armée. C'est-à-dire qu'il a fait un acte salutaire que la population salue. Et je pense que la plus grande erreur que M. Alpha Condé a commise, c'est d'avoir créé ce groupement spécial. Parce que Sékou Touré est compté, surtout Sékou Touré, il avait compris pour éviter les coups d'État. Parce qu'il avait eu le coup d'État en 66 au Ghana. Il y a eu le coup d'État au Mali en 68. Donc il s'est dit qu'il n'y aura jamais de coup d'État en Guinée. Donc il a pratiquement désorganisé l'armée en créant une milice populaire. Conté, il est venu, Sauf qu'on a vu les conséquences de cette désorganisation de l'armée par Sékou Touré. Oui, les conséquences se sont fait sentir en 84, mais surtout en 2008. Oui, on avait pratiquement une armée mexicaine. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'armée, il n'y a pas eu de coup d'État militaire au temps de Sékou Touré. Il a fallu sa mort pour que les militaires... Conté est venu, il a fait exactement comme on fait dans beaucoup de pays d'Afrique francophone. On crée une garde présidentielle pour sécuriser le fauteuil président. Là, M. Alpha Condé, il a créé des forces spéciales pour lutter contre le terrorisme, des gens bien équipés, bien entraînés, et à la tête desquels il a mis un militaire extrêmement bien formé et qui a la tête entre les épaules. Et quand vous créez une telle unité et que vous la démobilisez de sa mission essentielle, parce qu'en fait les gens n'ont pas suivi ce qui s'est passé en Guinée, c'est que le 3 juin, M. Alpha Condé a pris un autre décret créant la brigade d'intervention rapide. Qui a eu à peu près les mêmes attributions. C'est même pas à peu près. C'était les mêmes missions. Pour un observateur averti, c'était clair, c'était pour supprimer les forces spéciales parce qu'il y avait une mésentente. En fait, il faut savoir que le colonel Doumbouya s'est opposé à ce qu'on intègre les forces de défense sous la coupe du ministre délégué de la Défense. Et il ne comprenait pas pourquoi on crée une autre brigade à la place des forces spéciales qui sont déjà là sur place. Donc je pense que si on n'avait pas eu une unité bien organisée, bien équipée, à la tête de laquelle il y a eu un militaire bien éclairé, je ne pense pas qu'il y aurait eu coup d'État en Guinée. Ça, au risque de me tromper. Donc, vous trouvez un peu trop beau le discours désormais d'ailleurs revendiqué par le colonel Mamadi Doumbouya qui veut légitimer son coup d'État dans tous ces mots qui ont été dénoncés ces dernières années. Il parle de corruption, il parle de misère, il parle de clanisme et tout cela pour justifier son coup d'État. Ah non, mais moi je salue le coup d'État, ça je vous dis, d'ailleurs c'est quand même... C'est un accident heureux pour vous. Non, c'est pas un accident. C'est pas un accident. Non, pas du tout. Mais est-ce que vous pensez que ce coup d'État avait ses pieds dans le mal-être des populations? Mais tout à fait. C'est ce que je voulais dire. C'est que le colonel Doumbouya a compris tout de suite ce qui n'allait pas. Il faut savoir que tout ce qui arrive est de la responsabilité. Monsieur Maître Traoré connaît bien le point avec OFN. C'est de la responsabilité de monsieur Alpha Condé qui s'est entêté sur un 3e mandat. La population n'en pouvait plus. Si vous rajoutez le problème politique à une situation économique, tout le monde voyait ce qui se passait en Guinée.
sur le changement de l'augmentation du prix du carburant, ainsi de suite. Mais le coup d'État, à mon avis, est venu à point nommé. Maintenant, pour revenir, moi, le discours que j'ai pu saluer, Oui. c'est moins le discours du magistrat que le discours que le colonel Doumbouya Lui-même a tenu. lui-même tient depuis qu'il est au pouvoir. J'ai l'impression, et peut-être au risque de me tromper, que jusqu'à date, il n'a pas encore fait un faux pas. Je parle en termes de discours. Parce que le discours, moi j'ai beaucoup plus apprécié le discours, la déclaration du colonel Doumbouya à l'occasion du 2 octobre, que le discours tenu par le président de la Cour suprême. D'accord. Alors, maître, alors revenons à la cérémonie, à ce qui en constitue le socle, c'est-à-dire la charte de la transition. Il a été rendu public il y a quelques jours, mais beaucoup de juristes, mais j'ai même envie de dire, même les politistes sont un peu prudents. Quant à cette charte, dans un premier temps, tout le monde a applaudi parce que pour une fois, nous avons une charte de la transition. Vous vous rappelez que la transition de 2009-2010 n'en avait pas du tout. Mais cette fois-ci, au moins, il y a un minimum de règles qui ont été fixées, j'ai envie de dire, dans le marbre, qui puissent guider tout le monde. Mais il y a quand même quelques peurs. La première, beaucoup de gens l'ont observé hier, ils prêtent serment alors qu'on ne connaît pas la durée de la transition. Bon, Mohamed Mara, moi je pense qu'il faut saluer déjà le fait qu'à travers cette charte, qu'il y ait un encadrement juridique de la transition. Monsieur Barry parlait tout à l'heure de la période de 1960 à 90 par rapport au coup d'État. Celui qu'on appelle le nouvel homme fort s'empare du pouvoir avec un groupe et reste au pouvoir ad vitam aeternam. Et c'est ce qui s'est passé au Bénin, c'est ce qui s'est passé, disons, au Mali, c'est ce qui s'est passé au Togo. Il n'y avait aucun encadrement juridique. Mais je pense qu'à partir de 2007, lorsque au niveau de l'Union africaine déjà, une charte a été élaborée, la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, et que cette charte a pris position ouvertement contre la prise du pouvoir par l'armée notamment, et a prévu des sanctions, on a commencé à avoir des condamnations fusées de toutes parts, toutes les fois qu'il y a un coup d'État. Et des sanctions... Sauf que le même texte prévoit les mêmes sanctions, pas seulement pour les putschs, mais aussi pour les changements anticonstitutionnels du gouvernement. Exactement. Autrement dit, les troisième mandats et les tripatouages des constitutions. Et vous le savez, Mohamed Mara, nous avons passé tout notre temps à essayer d'expliquer aux gens que le coup d'État, ce n'est pas seulement le coup d'État militaire. La charte africaine de la démocratie, de la gouvernance et des élections loge dans la même catégorie la prise du pouvoir par l'armée et la modification ou le changement des instruments juridiques, disons constitutionnels, à l'effet de freiner ou de faire échec à l'alternance démocratique. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc on peut dire que le changement de constitution qu'il y a eu en 2020 en Guinée entre dans la catégorie de ce qu'on appelle les changements anticonstitutionnels de gouvernement. On l'a dit. Donc pour revenir à la question, à partir de 2007, on n'admet plus les coups d'État. Il y a des condamnations qui viennent de partout. Les auteurs du coup d'État sont sanctionnés, le gel de leurs avoirs, les interdictions de voyager, et le pays lui-même est... Et parfois même avec quelque chose d'assez curieux sur le plan juridique, des sanctions même pour les familles des putschistes. Absolument. Et je crois que, hormis ce cas-là, je n'en ai pas vu sur le continent. Voilà, donc absolument. Donc quand aujourd'hui un militaire fait un coup d'État, c'est comme s'il avait une braise entre les mains. C'est comme s'il avait une patate chaude entre les mains. Donc, on fait en sorte de rassurer l'opinion nationale et l'opinion internationale. Je pense que c'est dans ce cadre que s'inscrit cette élaboration de charte, comme l'a dit M. Baye, qu'on ne connaissait pas. Et on va plus loin. Quand je prends par exemple le cas du Tchad, au Tchad, il y a eu l'élaboration d'une charte. Mais je ne pense pas que... Assez rapidement d'ailleurs. Sauf erreur de ma part, je ne pense pas que la charte ait prévu une prestation de serment. Maintenant, au Mali, au Burkina, en Guinée, parce qu'on a essayé de jeter un regard sur ces différentes chartes-là. La Guinée n'est pas, disons, celle qui a inventé une charte de transition. Donc, on essaie de voir ce qui se passe ailleurs. Au Burkina, le président de la transition a prêté serment. Au Mali, la même chose. Je pense que la Guinée s'est inscrite dans la même logique. Pour moi, c'est un engagement solennel que, disons, le chef du CNRD, pour le cas de la Guinée, prend devant le peuple de Guinée
de conduire à bon port la mission qui lui est confiée dans le cadre de la transition, de se conformer à la charte. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit un pilotage à vue. Il faudrait bien qu'il y ait quand même un minimum d'encadrement juridique. Un minimum d'encadrement juridique. C'est pourquoi vous verrez que la charte, comme on l'a dit, c'est une mini-constitution. C'est une mini-constitution parce qu'on se pose souvent la question de savoir qu'est-ce qui peut être fait ou qu'est-ce qui ne peut ne pas être fait pendant une période de transition. S'il n'y a pas ce petit soubassement juridique, je pense qu'on risque de se retrouver avec des actions qui sont contraires vraiment à l'esprit même qui a prévalu à la prise du pouvoir par l'armée. Moi, je pense plutôt, au lieu de... Mais ça ne vous inquiète pas que jusqu'à date, qu'on n'ait aucune visibilité sur la durée de cette transition? Vous savez, le cas de la Guinée est un peu différent, par exemple, de celui du Mali. Au Mali, la charte a été élaborée de commun accord entre les forces vives de la nation, le mouvement M5 et le RFP, d'un côté, et de l'autre côté, disons, le comité militaire dirigé par M. Goïta. Donc, je pense que dans ce cadre-là, il était possible qu'on définisse une période de transition dont la durée est connue. Mais dans le cas guinéen, à mon avis, il est difficile aujourd'hui que l'on définisse une période d'autorité. Parce que si, par exemple, dans la charte est l'émanation du président de la transition. Même si on dit qu'on a tenu compte des recommandations qui avaient été... En réalité, d'ailleurs, en la lisant, on se rend compte que le texte, il était probablement déjà ficelé. D'ailleurs, vous verrez que le texte, à bien des égards, est identique à celui qu'on trouve dans les autres pays qu'on vient de citer. Donc, je pense que le président de la transition ne pouvait pas d'autorité fixer une période de transition. Parce qu'il y a déjà un débat là-dessus. Il faut tenir compte non seulement de la position de la CEDEAO qui parle de 6 mois. Mais et la CEDEAO, curieusement, qui n'est toujours pas revenue sur cette histoire. Vous savez, le mercredi dernier, la junte y avait envoyé d'ailleurs 3 représentants, dont une ancienne ministre, et le numéro 2 de cette junte, chez le président ghanéen. Le communiqué d'ailleurs se trouve sur le site de la présidence ghanéenne. Mais dans tout le communiqué, le compte rendu qui est fait, c'est vrai que ceux qui sont allés en mission ont expliqué surtout, d'ailleurs sont revenus sur désormais ces nouvelles avancées, la charte et tout ce qui s'ensuit, sur les 10 jours de concertation nationale. Mais dans le discours, même si on sent Nana Akufo fléchir un peu, mais sur 2 questions, la CEDEAO ne semble pas encore bouger. Ce sont les 6 mois, et d'ailleurs il dit que la CEDEAO est prête à nous accompagner sur le plan technique et financier, parce que la communauté internationale la suivra. Et secondo, c'est la libération de M. Alpha Condé. Est-ce que vous comprenez que malgré tout ce qui se passe en Guinée, la CEDEAO reste encore assez sourde, surtout pour un président ghanéen qui connaît quand même parfaitement bien les réalités guinéennes? Je pense que la CEDEAO est dans le déni de la réalité. D'abord, il est irréaliste de penser que l'on peut mener cette transition au bout de 6 mois. Parce que l'essentiel des questions à régler pendant cette transition, c'est notamment la refonte du fichier électoral. On ne peut pas, si en tout cas on ne veut pas que la Guinée retombe dans une nouvelle transition dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, on ne peut pas aller à des élections avec ce fichier électoral. C'est un fichier conflictogène. D'ailleurs, si on entend bien les discours, il semble d'ailleurs qu'on ne parle pas simplement d'un fichier. À écouter, on a comme l'impression qu'on ira au-delà vers un recensement général des populations, et ce qui serait quand même une grosse opération. Oui, vous savez, quand vous prenez, je crois, le chapitre 2 de la transition, en fait, de la charte de la transition, il y a les missions qui sont définies au nombre de 9. C'est vrai qu'il y a certaines missions que le CNRD semble s'octroyer, qui, à mon avis, sont des missions éternelles. Qu'on ne peut pas prévoir dans une transition, telle que la refondation de l'État. Par exemple, la dépolitisation de l'administration à la limite, mais la refondation de l'État. Par exemple, au Mali, dans la charte, on parle, disons, des jalons en vue de la refondation de l'État. Voilà. Donc, la junte ne fait que poser les jalons, bien sûr en partenariat avec les forces vives de la nation, parce qu'encore une fois, ce sont des missions qui sont pérennes. Quand on parle de telles missions, mais les missions qui me paraissent vraiment réalistes, faisables, en tout cas prioritaires, c'est, disons, l'élaboration d'une nouvelle constitution. Ça, c'est réaliste. Disons, la révision du code électoral.
et disons, un nouveau cadre juridique des élections. Et éventuellement le recensement, en tout cas, l'élaboration d'un nouveau fichier électoral. La mise en place de la CENI, croyez-moi, ça Absolument, ne sera pas une mince histoire. Vous pouvez me croire. Alors je reviens vers vous. Lorsque vous regardez tous ces premiers pas de la junte au pouvoir en Guinée, je me rappelle encore de votre discours il y a 3 semaines, juste au lendemain de la prise de pouvoir par le CNRD, contrairement aux scènes de liesse dans les rues de Conakry, vous étiez assez prudent. Parce que vous avez comme l'impression que les Guinéens ne regardent pas suffisamment ailleurs pour se rendre compte que les transitions militaires ne sont pas forcément le socle d'une démocratisation de nos pays. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, l'histoire des transitions militaires récentes en Afrique, il n'y a aucune qui a réussi. Et M. Traoré a raison de souligner une chose, et c'est ce que j'ai salué dans la charte. Je pense que ceux qui ont rédigé cette charte ont eu l'intelligence de ne pas mettre la durée de la transition dedans. Au Mali, ils connaissent la difficulté à cause de ça, justement. Et le deuxième point d'achoppement, c'est là où j'ai une petite crainte, c'est quand la junte parle, le CNRD parle de refondation de l'État au cours d'une transition. Ce n'est pas ça sa mission. Il faut savoir qu'au Mali, le Mali, je suis persuadé qu'ils en ont pour encore quelques années de transition, parce qu'ils ont commencé par la durée. Et il faut savoir que moi, j'étais très choqué d'entendre des juristes sur la place aller jusqu'à même insulter ceux qui ont rédigé cette charte en disant qu'ils n'ont rien compris. Mais ils ont oublié une chose, c'est-à-dire, moi je ne suis pas constitutionnaliste, donc je ne peux pas... Nous sommes dans un état d'exception. Voilà. C'est un état d'exception, on ne peut pas comparer cette charte à une constitution normale. Je suis d'accord. Je pense qu'elle est bien posée. Ma seule réserve, c'est quand ils mettent beaucoup de choses en termes de mission, notamment refondation. Je pense qu'ils pouvaient se limiter au processus électoral, comme l'a dit M. Traoré, au recensement de la population, à la limite essayer de freiner la corruption qui gangrène l'administration guinéenne, mais aller jusqu'à poser les problèmes de refondation, je pense que ça appartient, c'est quelque chose qui est pérenne et puis à long terme. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que, à mon avis, c'est pourquoi moi j'ai une joie à mesurer, une joie parce que, comme je disais tout à l'heure, le colonel Doumbouya, depuis qu'il est en place, en termes de discours, en termes... C'est presque parfait en termes de discours. Parfait. Maintenant, il y a une chose qui est simple. Prendre le pouvoir, c'est une chose. L'exercer, notamment dans un pays comme la Guinée, c'est tout à fait autre chose. Il faut savoir que le problème guinéen n'est pas lié seulement à ceux qui gouvernent. C'est un peu plus complexe et il y a beaucoup de choses à faire. À notre culture, à la culture politique et démocratique qu'on a développée. C'est en termes de recrutement des gens qui vont accompagner cette transition. C'est-à-dire vous pouvez faire ce que vous voulez si vous vous entourez. Et aujourd'hui, tout le monde sait, M. Traoré peut l'observer. J'observe déjà des gens qui, hier, étaient des fervents soutiens de ce problème constitutionnel, aujourd'hui, qui commencent à sortir la tête Je suis d'accord avec vous. Je vous fais ce témoignage. 2 personnes extrêmement bien introduites en Guinée, dont un ancien ministre. L'autre, c'est une femme qui connaît assez bien le milieu. Les deux, en des moments différents, m'ont dit ces derniers jours, Monsieur Mara, ne vous méprenez pas. Le système s'est déjà reconstitué. Alors, cette question, je vous la lance à tous les deux. Est-ce que vous avez l'impression que le système s'est déjà remis en route et que cette transition, si l'on y prend garde, elle est déjà prise en otage? Pourquoi je vous disais que moi j'ai une joie à mesurer? Je prends l'histoire de la Guinée dans la globalité. Quand Sékou Touré est mort en 1984, les militaires ont pris le pouvoir. Je faisais partie de ceux qui disaient que le système PDG n'était pas mort. C'est vrai que Sékou Touré était mort. Mais vous savez, un système, c'est une pratique politique. Malgré l'arrestation de ces dizaines de cadres de l'armée, de Sékou Touré, des ministres et tout, malgré tout ça. Regardez, même l'Union soviétique, aujourd'hui la Russie, elle est encore gangrénée par les méthodes soviétiques. Je veux dire, c'est la qualité d'un chef. On la reconnaît par sa capacité de s'entourer d'hommes compétents et intègres. Et toute la difficulté de la Guinée aujourd'hui, c'est d'aller chercher des hommes intègres et compétents. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a mis beaucoup d'années ici à inoculer la médiocrité comme critère de recrutement. Moi, j'ai été à la primature pendant des années. J'ai accompagné Cheikh Sako au ministère de la Justice pour parler de seul département que j'ai. Mais c'est effarant de fois quand on voit le comportement de certains magistrats. Il ne faut pas savoir que Alpha Condé a été le seul responsable de ce qui s'est passé. Et ce qui est étonnant, c'est que parfois, on va à la recherche de personnes qui n'ont pas vécu
dans ce qu'on appelle chez nous le système guinéen. Mais parfois, dans la diaspora, des personnes qui n'avaient rien à voir avec l'administration publique guinéenne, comment comprenez-vous que systématiquement, l'essentiel de ces gens qu'on s'en va aussi chercher ailleurs, qui arrivent, font pareil ou parfois pire? Non, mais, Comment vous l'expliquez? Moi, je conseille à mes amis maliens, au début, quand ils ont fait la transition, il faut savoir quand il y a une période de transition, il faut se méfier des vendeurs d'illusions. Des premiers qui accourent. Moi, je disais aux gens là-bas, je dis, généralement, quelqu'un qui a une bonne, que ce soit ici en Guinée ou à l'étranger, quelqu'un qui a une très bonne situation ne va jamais se précipiter pour aller donner des conseils. Il faut se méfier des gens qui arrivent. Mais moi, ce qui m'inquiète ici, c'est parce que dans ce pays, on a trop piétiné les compétences. Il y a des Guinéens dans ce pays qui sont extrêmement compétents dans tous les domaines. Malheureusement, ces gens-là, ils sont mis à l'écart. Regardez, le cas Alpha Condé est le plus parlant. Ce monsieur est venu, après avoir soi-disant été opposant pendant des années, mais qu'est-ce qu'il a recyclé auprès de la présidence dans les ministères? Tout ceux-là même qui le combattaient. Mais j'ai vu dans ce pays des gens qui sont passés de chef de file, de porte-parole de l'opposition à porte-parole en moins d'un an. Il y a quelque chose qui... Non, en quelques semaines. Et je pense que si le CNRD veut réussir, moi, je n'ai pas beaucoup de leurs conseils à leur donner, c'est d'essayer de faire le tri et d'arriver de s'entourer des gens qui sont compétents et de probité morale irréprochable. Donc, les acteurs de la transition. Mais l'autre pan de cette question, maître, et d'ailleurs, c'est une des missions annoncées par le CNRD, la dépolitisation de l'administration publique. Est-ce que vous y croyez? Si oui, comment est-ce qu'il devrait procéder aujourd'hui? Avant de répondre à votre quasiment, question, regardez, quasiment, les ministres sont partis, mais moi je me demande s'ils ont regardé de près, parce que quasiment tous les secrétaires généraux sont politiques. Ceux qui sont restés sont politiques, quasiment tous. Vous savez, dans un pays, il y a beaucoup de choses qui dépendent d'une volonté politique. Je pense qu'il faut commencer déjà à mettre en place en Guinée une école nationale d'administration. Carrément une école nationale. Fakonde, il travaillait. Pas un centre de perfectionnement comme celui qu'on connaît à Donka. Une école d'administration. Que les notions d'intérêt général, les notions de service public soient enseignées aux administrateurs, qu'ils soient des administrateurs au niveau central ou qu'ils soient des administrateurs au niveau périphérique, local et déconcentré. Tout à l'heure, quand M. Barry disait qu'il faut se méfier des gens qui accourent quand il y a des événements de ce genre, ça m'a fait sourire parce que il y a quelques jours, j'ai entendu des propos tenus dans vos studios ici, quelqu'un qui disait qu'on est venu avec des experts pour encadrer, disons, la transition. Ah oui. C'est comme si on avait besoin d'experts pour encadrer la transition. C'est vous dire la capacité... Non, moi j'ai rétorqué que c'est comme si ceux qui étaient en Guinée dormaient sur leur laurier et n'ont rien fait pour que la situation change. Voilà, l'autre question, c'est par rapport au système. Vous savez, moi, je pense que M. Barry l'a dit, la chute de Alpha, ce n'est pas la fin du système. Le système Alpha s'est bâti sur le système Conté, qui lui-même est le produit du système Sékou Touré. Donc on a un système qui est profondément, dont les racines sont très profondes. Alors, enraciner ce système, c'est un travail de longue haleine qui demande un courage extraordinaire. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que les militaires posent le jalon, mais surtout qu'on s'assure que les nouvelles autorités qui leur succéderont après cette transition puissent continuer, soient obligés de continuer à refondre ce système. Regardez par exemple, quand vous prenez la charte de la transition du Mali dans les missions, parmi les missions, on parle du redressement de l'État et la création des conditions de base pour sa refondation. La création des conditions de base pour la refondation de l'État. Ce qui veut dire qu'au cours d'une période de transition, on ne peut que poser les jalons, lancer des chantiers en ayant, disons, la garantie ou en cherchant la garantie que ceux qui viendront après suivront le même chemin qui a été balisé pendant la transition, de manière à ce qu'on ne puisse pas faire face à une nouvelle transition. Mais aujourd'hui, et ça il faut insister là-dessus, quand je suis, disons, d'un optimisme assez mesuré aussi, de la même manière que M. Bailly, parce que quand je vois les gens qui tournent autour du CNRD, des personnes,
quand même, il y a des choses qui se sont passées ici. Ça fait moins de mois, ou juste un mois, on a vu des choses se passer. Non, mais on en a vu qui ont créé des mouvements de soutien 48 heures après la chute du président de la République. Et d'ailleurs, des directeurs généraux de régie financière ici, qui sont connus, et qui nourrissaient des mouvements de soutien au troisième mandat sur le terrain. Et bizarrement, 2 jours seulement après, c'était eux qui finançaient des jeunes pour leur dire, allez créer des mouvements de soutien. Voilà. Parce que les gens ont encore l'espoir que le même système va continuer et que c'est une question de temps. C'est juste ce qui se passe actuellement. Mais on parle d'inclusion. Alors, comment est-ce que cette question de l'inclusion ne va pas devenir une chaîne finalement sur les poignets de M. Doumbouya? Parce que s'il faut inclure tout le monde, or nous connaissons le système, mais comment est-ce qu'il va réussir justement à séparer le bon grain du livret? Je pense qu'il faut donner un sens précis à cette notion d'inclusion. L'inclusion ne voudra pas dire tout le monde. Je prends par exemple la charte de la transition qui a encadré la transition au Burkina. À l'article 13, qu'est-ce qui est plus ou moins abouti. Qu'est-ce qu'on disait? On dit les membres du CNT ne doivent pas être des personnes ayant ouvertement soutenu le projet de révision de l'article 37. Mais ce n'est pas de l'inclusion. Il faudrait quand même que les gens puissent accepter qu'on ne peut pas... Et au Burkina, il faut rappeler que Blaise Compaoré avait voulu changer l'article 37 qui lui aurait permis de continuer à rester au pouvoir. Donc eux, ils ont préféré écarter tous ces acteurs. Et plus loin, oui. Ils disent, les membres du gouvernement de la transition ne doivent pas être des personnes ayant ouvertement soutenu le projet de révision de l'article 37. Également. Ils ne doivent pas avoir fait partie du dernier gouvernement dissous de la 4e République. Je pense qu'il faut aller loin. Et heureusement, on a dit en Guinée que les membres des institutions dissoutes à la date du 5 septembre ne feront pas partie du CNT. Mais moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Ce n'est pas de l'exclusion. Il faudrait que les gens cessent de soutenir une chose aujourd'hui et soutenir le contraire de la même chose l'instant d'après. Je pense que c'est une question de cohérence. C'est une question de cohérence qu'il faut encourager. Alors, Maître Traoré, cette autre question fondamentale, si on veut réussir cette transition, c'est la question de la réforme de la justice. Faut-il commencer aujourd'hui par des états généraux de cette justice? Comment faire? On a vu le mea culpa des magistrats. Mais rappelez-vous, pas plus tard que le 28 septembre, dans l'affaire notamment Niéloï, on a vu déjà des tentatives d'intimidation de ces mêmes magistrats par quelques éléments des forces armées qui ne voulaient pas que le jeune homme fasse l'objet des mandats de dépôt. Il y avait tous ces problèmes. Donc on a compris qu'il y a encore des relents et que peut-être que c'est pas encore totalement gagné du côté de la justice. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Par où faut-il commencer avec cette justice décriée quasiment par tout le monde? Monsieur Barry parlait tout à l'heure d'un parcours sans faute du CNRD depuis le 5 septembre. Dans le cas de ce jeune-là, si il n'avait pas été déposé à la maison centrale en exécution du mandat d'arrêt qui a été émis contre lui, cela aurait été le premier grand faux pas du CNRD. Parce qu'on ne peut pas dire que la justice va être désormais la boussole qui va guider tout le monde et en même temps s'opposer à l'exécution d'un mandat de justice. Je pense que ceux qui ont accepté finalement que ce jeune-là soit déposé à la maison centrale ont été bien avisés. Moi, les histoires d'états généraux de la justice, je pense que ce n'est pas absolument nécessaire. C'est comme les fameuses concertations? En tout cas, s'il faut faire... Bon, c'est moi qui le dis, c'est pas vous. Non, attendez. Non, s'il faut faire des concertations, des états généraux, et qu'il y ait des recommandations qui vont être consignées dans un document et appliquées, et après rangées dans des tiroirs, je pense que ça n'a pas de sens. Alors, en 2013, il y a où est-ce qu'il faut commencer? À mon avis, on a déjà commencé à renforcer davantage l'indépendance de la justice. Vous savez, quand je vous vois venir, parce que si vous parlez de la restitution des missions du Conseil supérieur de la magistrature, moi je ne suis pas encore convaincu, parce que les règles sont une chose, mais les hommes chargés de les appliquer, c'est une
toute autre histoire. On sait comment ça fonctionne dans ce conseil. Il faut commencer déjà par recomposer parce que voilà. D'après ce que j'ai cru comprendre, le mandat de l'actuel Conseil supérieur de la magistrature est déjà arrivé à expiration. Donc il faut déjà renouveler. Il faut renouveler, ça c'est déjà un premier pas. Par des élections à l'interne. Absolument. Alors oui. Moi je peux parler de la question de la justice. Parce oui. que j'ai participé au PARJU. C'est vrai. C'est vrai. Au programme de réforme de la justice. C'est vrai. En fait, on n'a pas besoin d'états généraux. Il y a eu déjà des états généraux. Mais le problème, depuis 2015 jusqu'à récemment, il y a l'Union européenne qui a financé le programme d'appui à la justice. Tout est fait, tout est réglé. Le problème, c'est que impossible d'appliquer les choses. Le problème de la justice guinéenne est moins lié au texte qu'aux personnes. Oui. C'est une administration complètement... Je sais que l'administration guinéenne est mais ils se couvrent les uns les autres. Comment savoir ceux qui bloquent? Par exemple, au ministère de la Justice et de l'autorité publique, il y a 3 magistrats, par exemple, qui sont réputés tout le temps, passer des coups de fil pour intervenir directement dans les dossiers. C'est connu de tous. Vous avez vu, parfois les procureurs le disent, parfois c'est le président de la République, l'ancien, qui a appelé directement un magistrat pour dire relâchez ça. La dernière fois, il y a un patron d'une entité de contrôle extrêmement importante ici en Guinée qui me confie qu'il a porté plainte contre le patron d'une grande société guinéenne pour menace de mort. Parce que simplement, lui, il avait conseillé de ne pas valider un marché. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le dossier arrive au TPI du Kaloum. C'est le chef de l'État informé qui appelle le procureur qui avait le dossier pour lui dire « Viens me le déposer ». Non, mais ce que je voulais dire sur la justice, il y a M. Traoré qui a dit quelque chose de très important sur l'École nationale d'administration. Le général de Gaulle, au sortir de la guerre, quand il a créé une école nationale qui fait aujourd'hui débat en France, mais après plusieurs années. Moi, j'ai été fonctionnaire en France longtemps, mais il faut voir les formations. C'est-à-dire qu'on forme le fonctionnaire pour qu'il serve l'intérêt public. Vous prenez les magistrats guinéens, vous prenez les préfets guinéens, les sous-préfets guinéens. Il n'y a aucun qui sort d'une formation solide. Donc, d'accord. Alors, ce qu'on va faire... Sur la réforme de la justice, tout est fait. Tout est déjà fait, tout est sur le papier. Voilà. Nous allons marquer alors une pause juste pour notre réclame et un rendez-vous de l'information. Et juste après, nous revenons pour prendre les questions des auditeurs et continuer ce débat. L'accordaire. FIM FM, Alinéa. Droit à l'œil. Qu'en pensent nos auditeurs? Retour donc dans ce magazine qui donne la parole au droit, vous décrypte les concepts juridiques ou l'actualité sous l'angle du droit tout simplement. La transition guinéenne entre peur et espoir, tel est le thème que nous débattons dans ce numéro de votre magazine hebdomadaire Alinéa. Nous partons tout de suite sur notre plateforme pour vous lire quelques messages donc qui tombent. Quelques-uns de vos messages, il y en a énormément aujourd'hui. Alors lui, il s'appelle Sori Sano. Faisons beaucoup attention aux vendus de la France qui viennent s'impliquer dans nos différents problèmes en Guinée. Ils viennent avec des idées arrêtées. D'accord. Alors nous avons lui, il s'appelle Tierno Bassirou Diallo. La France n'est pas le principal responsable du malheur guinéen, c'est plutôt ses dirigeants qui sont panafricanistes que dans la bouche et non dans les actes. D'accord. Alors, je vais prendre au hasard parce qu'il y en a énormément. Alors lui, il s'appelle Mansour Sofoya. Il pose une question. Bonjour FIM, bonjour Monsieur Mara, s'il vous plaît. Je voudrais demander à vos invités quelles sont les étapes qu'ils suggèrent pour une durée de transition raisonnable et dans quel ordre d'exécution, s'il vous plaît. Moi, je suis incapable de répondre à cette question pour une raison très simple. Je pense que c'est une erreur de fixer un délai. Je pense que ce serait plus intelligent pour le CNRD de décliner d'abord les étapes à faire. Par exemple, je donne alors, quelles devraient être les priorités donc, de cette transition? Les priorités, à mon avis, c'est pour aller vers des élections. Parce que ça, de toute façon, M. Traoré l'a rappelé, c'est la charte bleue. Donc, les premiers actes à poser, c'est la révision du fichier électoral. Qui dit révision du fichier électoral dit recensement de tous. D'abord, nettoyer le fichier, enlever les doublons et tous ceux qui étaient inscrits de façon anormale, de recenser ceux qui sont à l'âge et le droit de vote,
et d'aller vers un fichier propre, consensuel, qui puisse permettre d'aller aux élections. Maintenant, tout le reste, ça, à mon avis, c'est le premier acte. Ça va prendre 6 mois, 7 mois, je n'en sais rien. Alors, est-ce qu'il faut remettre de l'ordre dans l'administration? Quel CENI mettre en place? Parce que là, pour le moment, quand je disais que les actes, les paroles, actuellement, le colonel Doumbouya est sans faute, mais quand il va commencer à poser des actes, quel type de CENI, par exemple, il faut faire? Vous êtes favorable à une CENI technique, une CENI politique? Écoutez, c'est-à-dire, le problème, c'est moins les institutions dans le monde que le choix des hommes. C'est plus que les hommes. D'ailleurs, vous prenez même la Constitution 2010, vous la mettez aux États-Unis, elle marche. Toutes les constitutions africaines, généralement, elles sont bonnes, mais c'est les gens qui la servent. C'est pourquoi Obama a parlé d'hommes, on n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. La CENI, elle peut être même mixte, politique et technique, elle peut être... Mais le problème, c'est quelle mission? C'est-à-dire, et quel processus électoral? Est-ce qu'il faut là aller vers une centralisation des résultats, ce qui pose problème, ou est-ce qu'il faudra accepter qu'il y ait des annonces des résultats, bureau de vote par bureau de vote, et puis la centralisation après ça, à mon avis, il faut d'abord décliner les activités pour voir chaque activité prend combien de temps. Moi, je suis incapable de dire que la transition, tout ce que je sais, une transition longue n'est plus une transition. Voilà. Maître, vous pensez qu'au-delà donc de la question des élections, la réforme de l'administration publique, ils ont aussi parlé de la lutte contre la corruption? Oui, comme je le disais tout à l'heure, la lutte contre la corruption, c'est un travail qui ne s'accomplit pas, disons, même dans le cadre d'un mandat de 4 ans, de 5 ans. C'est un travail de tous les jours. C'est un travail de longue haleine. Et quand je prends la question par rapport aux actes qu'il faut prioritairement poser, je pense qu'il faut déjà commencer par nommer un Premier ministre de transition, un gouvernement de transition et mettre en place les institutions. Et l'article 52 de la Charte dit que le Premier ministre doit, dans un délai n'excédant pas 30 jours, à compter de la date de sa nomination, enfin des nominations de membres du gouvernement, soumettre pour approbation au président de la transition le plan d'action de la feuille de route du gouvernement de transition. Je pense que c'est dans ce plan d'action que tout cela va être inscrit et je suis convaincu qu'avec une équipe bien resserrée autour du Premier ministre, on peut quand même... Et à quoi devrait ressembler cette équipe d'après vous? D'abord, un regard sur le portrait robot du Premier ministre de la transition, technocrate ou politique ou quelqu'un qui allie les deux. Ensuite, quel regard sur un gouvernement de transition en Guinée? Vous savez, moi je pense que, bon, sans vouloir choquer les gens, technocrate ou bien un Premier ministre de profil politique, je pense qu'on a besoin d'un patriote qui sait, qui connaît les problèmes auxquels la Guinée est confrontée, qui connaît ce qui nous a amené à toute cette situation. Vous savez, en 2007, on avait fait une petite liste de 4 membres sur laquelle il y avait M. Lansana Kouyaté, Mohamed Béabogui, M. Seydou Diallo, le 4e j'ai oublié, et on est tombé sur M. Lansana Kouyaté, qui était censé être le profil idéal pour conduire disons un gouvernement d'union nationale. Vous connaissez la suite. Je pense qu'à mon avis, ce n'est pas un problème de technocrate ou d'homme politique. On a l'expérience de Jean-Marie Doré, qui était un homme politique qui devait conduire, qui a conduit le gouvernement de transition sous le général Sékouba Konaté, et puis bien avant, le général Sékouba Konaté. Mais qu'est-ce que ça a donné? Je pense qu'il faut plutôt prendre conscience des enjeux qui se posent en termes de réconciliation, en termes de réhabilitation des institutions, en termes de lancement de certains projets qui favoriseront plus tard, disons, vraiment le retour à l'ordre constitutionnel. Parce que ce que nous voulons aujourd'hui, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Nous sommes dans... Et surtout ne plus retomber dans une autre transition militaire. C'est ça le grand souci. C'est ça le grand souci. Moi, je veux bien, par exemple, qu'on nous envoie un technocrate. Mais sachez par exemple que nous avons des technocrates ici qui sont restés silencieux pendant toute cette période de combat qu'on a mené contre le 3e mandat. Je ne pense pas aussi qu'il faille faire venir des gens qui vont peut-être entre guillemets... Qui n'ont jamais eu le courage de prendre position. D'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a cette question, puisque on va terminer bientôt, dans moins d'environ
12 minutes. Mais, maître, il y a aussi cette question de... Vous l'avez touché un peu, de la réconciliation. Cette réconciliation, parce que si j'ai bien fait attention au discours de M. Doumbouya, c'est qu'il parle toujours de vérité, réconciliation. Or, c'est un pays où il y a énormément de violences d'État et même de violences entre citoyens. Est-ce qu'on peut sauter de la vérité pour aller vers la réconciliation sans parler de justice, même si derrière, il faudrait peut-être penser à des mesures comme de l'amnistie ou des mesures de grâce? Moi, je pense que c'est un terrain où le CNRD peut jouer un rôle de jeter les bases. Moi, j'aime pas trop le terme réconciliation, parce que pour moi, ça vient. Mais il faut savoir, comme dit M. Traoré, c'est pourquoi je dis le profil du Premier ministre est intéressant. Il faut quand même quelqu'un qui connaisse les mots qui gangrènent ce pays. Il ne suffit pas de dire un technocrate et tout, il faut quelqu'un qui est de probité, mais qui connaisse les problèmes guinéens. Pour venir à la réconciliation, j'ai été longtemps au Rwanda, vous allez dans tous les pays où ils ont réglé ces problèmes. Mais il faut d'abord mettre les choses sur la... Si vous prenez les gens qui sont victimes du régime de Sékou Touré, aujourd'hui, ils ne demandent même pas qu'on mette les gens en prison parce qu'il n'y en a plus à mettre en prison. Mais ils ont des revendications simples qu'on identifie là où sont enterrés les gens. Si vous prenez les gens de juillet 85, parce qu'au nom d'un coup d'État, on a profité pour saccager des biens de beaucoup de nos frères malinqués ici. Tout le monde sait ce qui se passe ici. Et derrière les Nations Unies, Cheikh Sako, il avait commencé ce truc-là. Je pense qu'il faut mettre en place, et puis on a des personnalités pour ça. Monseigneur Sarah, à mon avis, peut jouer ce rôle. On peut mettre en place un comité, mais qui peut d'abord chercher la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Rendre justice. C'est après seulement ces trucs-là qu'on peut parler de... Vous ne pouvez pas dire aux gens réconciliez-vous si les problèmes ne sont pas réglés. Donc vous pensez qu'il faut accepter de se parler. Derrière, par exemple, des crimes de sang et autres peuvent faire l'objet de poursuites. Et maintenant, s'il faut parler de réconciliation, de pardon, c'est derrière. Au-delà de ça, parce que les gens oublient beaucoup de choses, Maître Traoré le sait, je parle au niveau du FNDC, il y a des atrocités qui ont été commises récemment. Je prends par exemple de Kaporora, des gens des maisons ont été démolies. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens victimes ici, je pense que ça, par contre, le CNRD peut s'atteler à ça. À travers, je ne sais pas donc quel pour mécanisme. vous, ils doivent nécessairement s'occuper de toutes ces victimes, en tout cas de ces situations pendant cette transition. En tout cas, des injustices qui se sont passées récemment. Par exemple, ils peuvent se caler en disant, comme on n'a pas le temps, c'est une transition, on peut se caler de ce qui s'est passé sous Alpha Condé de 2010 à maintenant. Ça, je pense qu'il faut ou peut-être remonter jusqu'à 2007. Mais sur l'histoire de la Guinée, je pense qu'il faut aller vers la mise en place d'un vrai comité vérité, justice, et après on parlera de pardon et de réconciliation. Et je pense qu'on a un personnage en Guinée que personne ne conteste, qui est aujourd'hui disponible, c'est Monseigneur Sarah. On peut lui confier. Regardez, les deux religieux ont fait, Alpha a mis en place une commission provisoire. Ils ont abattu un boulot, ils ont fait un rapport qu'ils ont tendu à M. Alpha Condé, il n'en a rien fait, mais tout est écrit aussi dedans. C'est-à-dire, je pense que... Mais au-delà, est-ce que... Et pour revenir à l'exécutif, je pense le CRND aura tort de mettre une équipe pléthorique en termes de transition. Pendant une période de transition, il faut choisir une équipe resserrée, parce que les problèmes sont difficiles. Plus vous élargissez l'équipe, plus vous diluez les problèmes. Je pense une équipe resserrée, avec des gens... L'essentiel ici, c'est qui choisir. D'accord. Et avec qui collaborer. D'accord. Bien. Alors, Maître, j'ai envie qu'on aille sur cette autre question. Un héritage quand même assez lourd de l'ère Alpha Condé, c'est le déchirement du tissu social dans notre pays. Par où faut-il commencer aujourd'hui et essayer de travailler sur le fond? Les communautés sont opposées. Alors, il y a un auditeur ici, il s'appelle Amadouba, qui demande: un régime parlementaire n'est-il pas mieux adapté à la situation guinéenne? En tout cas, vers quelle forme d'État? Est-ce que pour régler ces problèmes, il faut même carrément changer la forme de l'État, ou alors on peut rester dans un État unitaire, mais penser à d'autres mécanismes? Comment s'y prendre? Je pense qu'il faut surtout tirer les leçons des échecs des différents régimes qu'on a connus. Dans la constitution de 2010, on a pensé pouvoir régler certaines de ces questions. Et comme l'a dit M. Barry, c'était une constitution qui pouvait s'appliquer même aux États-Unis. Mais encore une fois, le problème de la Guinée, ce n'est pas un problème de texte. Qu'est-ce qui nous a amenés dans cette situation? C'est la volonté simple d'Alpha Condé de s'octroyer un troisième mandat.
Si les institutions avaient fonctionné normalement, si à la fin de son deuxième mandat, il avait accepté de se retirer, je pense qu'on n'aurait même pas parlé d'insuffisance des textes. C'est cela le problème. Ce n'est pas un problème de texte, c'est un problème d'homme. Et moi, je ne suis même pas d'accord qu'on dise que les problèmes de la Guinée dépendent des hommes politiques. Non. Il faut mettre à l'index ceux qui sont à la base de nos problèmes. Ce n'est pas un acteur politique de l'opposition qui a décidé de s'octroyer un troisième mandat. Ce n'est pas un acteur de la société civile qui a décidé de s'octroyer un troisième mandat. C'est celui-là qui a exercé ces deux mandats et qui a voulu un troisième mandat qui nous a plongé dans cette situation avec tous ceux qui l'ont accompagné. Parce qu'encore une fois, ne pensons pas que c'est M. Alpha Condé seulement qui est à la base de tout ce qu'on a connu. Il y a des gens qui ont théorisé ça, des juristes, des hommes d'affaires guinéens et étrangers. Beaucoup de personnes, en principe, ces gens-là devraient rendre compte. Et donc, pour moi, encore une fois, ce n'est pas un problème de texte. Et dans tous les cas, lorsque le CNT sera mis en place, il va se pencher sur l'ensemble de ces questions. Mais, j'insiste là-dessus, on aura les plus beaux textes du monde tant qu'on n'aura pas des hommes disons, imbus de certains principes et de certaines valeurs, on ne s'en sortira pas. Il n'y a pas de démocratie sans démocrate. D'accord. Mais maître, la question, elle reste quand même posée. Les Guinéens, qu'on le reconnaisse ou pas, si vous partez aujourd'hui en province, vous avez eu récemment, il n'y a même pas encore longtemps, des émissaires dans des régions pour dire à des petits-enfants, demande bien à ton père, on a changé ton patronyme. Ici, c'est pas chez vous. Les communautés, on les a opposées. Il y a eu des violences d'État à Saoro, à Zota, à Zérékoré, un peu partout, à Labé, ici à Conakry. Des zones ont été complètement mises de côté. On a appelé, ce qui est bizarre, peut-être la zone de Conakry qui a le plus d'infrastructures, on est allé jusqu'à l'appeler ghetto. Mais comment faire pour que les Guinéens sortent de la méfiance les uns vis-à-vis des autres? Écoutez, moi je pense que c'est une méfiance qui a été superficiellement entretenue. Et moi je n'en veux pas, par exemple, Alpha Condé de n'avoir pas doté de la Guinée de suffisamment d'écoles, de suffisamment de routes, de suffisamment, je ne sais, quelle infrastructure. Ce que je lui reproche fondamentalement, c'est d'avoir exacerbé les tensions ethniques, les tensions entre ethnies. Il y a un moment où les gens, je ne dis pas qu'ils avaient cette honte ou cette gêne d'afficher leur appartenance ethnique. Mais aujourd'hui, vous entendrez, nous agissons au compte de telle communauté, de telle sous-communauté, de telle ethnie, de telle sous-ethnie, sans aucune gêne. On voit ici des gens qui se donnent pour mission de récupérer des terres qui auraient été retirées des mains de leurs ancêtres par ceux qu'ils appellent des arrivistes. Ce discours-là se tenait ici ouvertement et ça ne gênait personne. Et vous avez des personnalités même de l'administration publique qui les financent. Voilà. Donc aujourd'hui, autant d'Alpha Condé, on peut dire que l'ethnie ou l'ethnostratégie est devenue un moyen de conquête, mais aussi de conservation et d'exercice du pouvoir. Et je suis convaincu d'une chose, M. Mara. Pour moi, il est très facile de réconcilier les Guinéens. Il faut qu'on prenne le courage de poser certains actes et de tenir certains discours. Regardez, depuis que le colonel Doumbouya s'est rendu au cimetière de Bambeto, est-ce que vous voyez ce que cela a porté comme... ce que cela représente comme symbole et ce que cela a servi comme signal, ce à quoi ça a servi comme signal à l'endroit d'une certaine catégorie de Guinéens. Donc je pense que, à mon avis, ils peuvent même commencer une action très simple, c'est déclaniser l'administration guinéenne. C'est ça le problème. C'est-à-dire lui-même, il s'est aperçu quand il a reçu tous les secrétaires généraux, il avait là l'image de ce que Alpha Condé a fait dans ce pays. D'accord. Quasiment tous viennent des mêmes communautés. L'ancien président a dit telle entité à telle institution, à telle ethnie ou à telle région. Donc vous pensez qu'il doit commencer par là? Mais bien sûr, regardez, moi je pense que c'est le plus grand mal que M. Alpha Condé a fait à la Guinée. Ce n'est pas le problème d'infrastructure comme dit Maître. Mais regardez, quand il tenait même des discours en disant je réserve la primature à telle ethnie, je réserve l'assemblée à telle ethnie, il a pratiquement fissuré ce pays-là. D'accord. Même une communauté que je connais bien qui était homogène en Basse-Guinée, il a réussi à avoir des gens qui s'identifient, Landouma, Baga. Mais vous ne pouvez pas imaginer
à mon avis, il n'y a pas de problème ethnique en Guinée. Il y a eu cette instrumentalisation à travers les discours politiques et surtout dans l'administration guinéenne, qui l'a complètement politisé. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons donner une chance à nos auditeurs d'appeler pour vous poser leurs questions. Nous passons à cas pratique. Fine FM, entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. L'accordaire. FIM FM, Alinéa, cas pratique, la clinique juridique où vous vous adressez à nos experts de haute volée. Cas pratique donc, vous connaissez le numéro traditionnel auquel nous appelez dans cette émission, 81 85 si vous voulez intervenir. Un premier auditeur déjà en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous répondez à quel nom et vous nous appelez d'où? Oui, Mohamed Mara, c'est Yaya Deba qui intervient. Oui, votre question très rapidement, Yaya Deba, un de vos anciens étudiants, M. Traoré. Voilà, au fait, je suis partant avec M. Traoré. Il faut le choix ici, il faut une personne, n'est-ce pas, qui va essayer de connaître les réalités de la Guinée. Mais pour cela, la Guinée de bâtir une nation unie qui privilégie le dialogue social, la concertation, le consensus et qui tire pleinement profit, n'est-ce pas, de la recherche qui constitue sa diversité. Alors, votre question, Yaya 2. Oui, au fait, ma question ici est de savoir réellement, est-ce que pratiquement ce qui concerne la situation du fichier et surtout la mise en place de la CENI et tant d'autres ne va pas prendre du temps parce qu'il y a une question de vous. Et voyant tout cela, est-ce qu'on ne peut pas donner le temps, n'est-ce pas, à la junte de ramener les institutions fortes? Bien, merci. Alors, il vous pose la question, la mise en place de ces institutions. Est-ce que, eu égard à tout le boulot à abattre, justement, ne faudrait-il pas donner beaucoup de temps? Mais beaucoup de temps, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas limiter? Bon, je ne suis pas... Raisonnablement. Comme l'a dit M. Barry, moi, je ne suis pas pour une longue transition. Alors, vous pensez que l'idéal, c'est combien de mois? 18, 24, 30? Moi, je pense qu'une transition de 24 mois, c'est parfaitement raisonnable. Si, en tout cas, on identifie les problèmes et on commence à y trouver des solutions. 24 mois, ça vous va aussi au grand maximum? Moi, je ne me prononce pas sur la durée. D'accord. Pour une raison très simple. Il faut savoir qu'actuellement, la CEDEAO est en train de se réunir parce que l'exemple guinéen les oblige aujourd'hui à reformer le code de bonne conduite gouvernante. Oui, c'est vrai. Et je pense que si la CEDEAO, beaucoup de gens se sont révoltés ici quand la CEDEAO dit 6 mois, je pense qu'ils n'ont pas fait la bonne lecture. La CEDEAO a mis 6 mois, c'est au vu de ce qui se passe au Mali. Je pense que la CEDEAO, elle sait elle-même qu'au bout de 6 mois, on ne peut pas régler une transition. Bien. Un autre auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, Mohamed Mara, c'est Bilo Barry de Caroline du Nord. Bienvenue, Bilo. Votre question. Mohamed Mara, moi, j'ai deux choses à proposer. L'auditeur qui vient d'appeler Yaya Deba, c'est les gens qui nous ont mis dans les choses là. Il n'a qu'à arrêter, il n'a pas de leçon à nous donner. D'accord. Alors, c'est dit, mais on ne va pas s'attaquer dans Alinéa. C'est quoi votre question? Je n'attaque à personne. Oui, je n'attaque à personne, mais ici, il faut faire réfléchir le mémoire des gens. Les gens oublient rapidement. D'accord. Deuxièmement, je m'attaque à la radio aujourd'hui. La radio devrait couvrir l'événement aujourd'hui. Vous devrez soir à votre émission aujourd'hui. Malgré que j'aime l'émission là, on devrait soir à l'émission là. Il y a des éditions spéciales toute la journée, mon grand. D'ailleurs, de 8h à 10h, il y avait une édition spéciale si vous écoutiez. Peut-être que vous dormiez en Caroline du Nord. Oui, il fallait être en direct. Je viens d'écouter vos confrères en direct qui ont découvert l'événement en temps réel. D'accord. Merci. Donc, oui, une question, Bilo, parce qu'on a d'autres auditeurs. Oui, je remercie les invités, mais j'aimerais qu'ils nous disent quelque chose sur les diplomates aussi. Si ils veulent qu'on rappelle les secrétaires généraux, pourquoi pas les diplomates? Parce que c'est les gens aussi qui nous mettent dans le merde ici. D'accord. Alors, d'accord. Merci pour ces observations. Il est révolté, hein, Bilo. Il n'a pas tort de parler de ses communicants. Hier, qui disaient il faut rester. Aujourd'hui, ils disent aussi pour les militaires il faut rester. Je comprends votre saine colère. Hein. Excellente journée du côté de la Caroline du Nord. Oui, un autre auditeur en ligne, bonjour.
Est-ce qu'il est là, cet auditeur? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Mara, comment allez-vous? Oui, ça va, merci. Vous répondez à quel nom et vous nous appelez d'où? C'est M. Diallo depuis Tangoya. Alors, nous vous écoutons. Bon, je remercie vos invités. Je voudrais d'abord demander, parce que j'ai entendu une voix il me semble que c'est qui est insecte du Sénégal. Non, non, du tout. Alors, quelle est votre question, monsieur Diallo? Voilà. Je pense qu'il n'a pas de retour, Karifa. Alors, je reviens vers vous, maître. Il nous reste une poignée de secondes. Quel est votre espoir? Quel est le message que vous aimeriez faire passer maintenant, puisque nous y sommes, la transition, c'est jour 2. Bien, je pense que beaucoup l'ont dit déjà, et même le Premier président hier dans son discours a indiqué que le colonel Mamadi Doumbouya et toute son équipe constituent un nouvel espoir pour la Guinée. Et je pense, enfin j'ose espérer que cet espoir ne sera pas déçu. Mais en tout cas, le peuple de Guinée devient de plus en plus exigeant, de plus en plus regardant surtout. Si on a pu s'opposer au régime de Alpha Condé jusqu'à obtenir indirectement la chute de l'homme, je ne dis pas la chute du système, je ne pense pas que les Guinéens accepteront désormais de croiser les bras et de fermer les yeux sur la gouvernance. En tout cas, heureusement, lui, il l'avait déjà annoncé, ils ne vont pas s'accrocher au pouvoir. Maître Traoré, ministre de la Justice, cela arrive dans plein de commentaires. Oui ou non, vous prendriez un tel poste pendant la transition? Écoutez, voilà une question. La question, elle est là, elle est posée. Bon, écoutez, les auditeurs reviennent là-dessus. Écoutez, moi, c'est une question qui me gêne parce qu'en fait, mon combat ou le combat que j'ai mené avec vous, avec d'autres, ce n'était pas. D'accord, pour prendre des postes, mais si ça tombe, vous ne refuserez pas de servir la nation. Servir la nation, oui, d'accord. Oui, monsieur Ali Oubari, un dernier message très rapidement. Moi, je pense que le colonel Doumbouya et son équipe n'ont pas droit d'échouer. Parce que une transition ratée, personne ne sait où va aller la Guinée. Je crains fort, si c'est un échec, qu'on tombe dans une situation à la haïtienne. Donc, je prie en tout cas de tout mon cœur que cette équipe réussisse la transition. Et les premiers actes, à mon avis, c'est très rapidement de mettre en place l'exécutif pour pouvoir commencer la transition. Des paroles de sages, donc être indépendant, nous le célébrons aujourd'hui, être indépendant, ce n'est pas une fin en soi, c'est une lourde responsabilité, un héritage lourd à porter. Et aujourd'hui, vous avez, monsieur le colonel Mamadi Doumbouya, la responsabilité de mener la Guinée vers l'accomplissement de ses rêves. Vous avez entendu ces conseils de ces deux sages dans cette émission. En tout cas, merci de nous avoir suivis, c'était Alinéa. C'est terminé pour ce numéro. Restez, ne partez surtout pas parce que toute cette journée, c'est une journée spéciale sur les antennes de FIM FM Guinée. Excellente journée donc à notre compagnie. Au revoir. FIM FM, entre le fort et le faible.